Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, je suis à la pépinière de la Vernaison avec Romain. Je suis tombé sur son site en cherchant des kakis, parce qu'il a une belle collection, puis du coup j'ai découvert son projet dans ce magnifique décor. On peut voir sa production juste derrière. Peux-tu te présenter et présenter la pépinière de la Vernaison? Alors c'est une pépinière que j'ai créée sur les terres de ma famille au cœur du Vercors drômois, dans un village qui s'appelle Écheville, au bord du cours d'eau du même nom, la Vernaison. J'ai créé cette entreprise en 2020 suite à une reconversion professionnelle. Avant j'étais ingénieur acousticien. Donc c'est une pépinière qui a une grande diversité de cultures. Je cultive sur le site à peu près 50 espèces et 250 variétés fruitières. Et pour l'instant, au catalogue de la pépinière, il y a à peu près 150 variétés, concentrées principalement sur les fruits à pépins, fruits à noyaux, fruits rouges, kakis. Ma démarche se veut en faveur de l'agroécologie. J'utilise beaucoup de pratiques tirées de l'agroécologie, paillage de chanvre, pas de produits de synthèse, fertilisation organique et compagnie. Quel type d'arbres fruitiers proposes-tu à la pépinière? Alors à la pépinière, je propose une large gamme de fruitiers, principalement des variétés anciennes ou des variétés rares. Ce que je cherche avant tout, c'est la rusticité. J'hésite pas à éliminer des variétés du catalogue si je vois qu'il y a un souci, des soucis sanitaires à répétition et que c'est des variétés compliquées. Ce que j'aime bien aussi, c'est les curiosités. Par exemple, ici, on est devant des pommiers à chair rouge. C'est des pommiers dont la floraison est rose. Les feuilles sont assez foncées, teintées. Le bois est rouge à l'intérieur également, et la pomme, quand on la coupe, elle est sanguine, elle est rouge. Ça peut être vraiment des rouges très vifs. Donc selon les variétés, il y a tout un panel de rouges. Et voilà, ça fait partie de variétés assez particulières que je cultive. Après, j'ai des variétés qui sont également très locales, comme des pommes endémiques du Vercors ou des Alpes. On peut avoir des hybrides de prunus, donc des hybrides prunes abricots, ou des hybrides plus complexes avec de la pêche, de l'abricot, de la prune. J'ai une large collection de kakis également, entre 15 et 20 variétés, je ne sais plus également. Je m'intéresse à des fruitiers de diversification comme le poivre de Sichuan, l'Asie minier. Donc pour l'instant, on en est au balbutiement. J'ai pas encore de quantité suffisante pour en commercialiser beaucoup, mais je commence à vendre quelques plants. Donc c'est avant tout la curiosité qui m'anime sur le choix des variétés. Je n'hésite pas à tenter des choses. Hybride, poire-nachi et compagnie, tout ce que je plante un petit peu tout ce qui me vient à l'idée, quoi. Tu proposes également des produits alimentaires. Peux-tu nous en dire plus? Alors, je propose quelques fruits rouges, des rhubarbes, mais principalement, c'est principalement de la noix et de l'huile de noix. J'ai un hectare de vergers de noyer parce qu'ici, on est dans la zone d'appellation de la noix de Grenoble. Donc, c'est un terroir qui est vraiment favorable pour produire des noix de qualité. Donc c'est principalement les variétés franquettes et parisiennes que je cultive. C'est des ventes que je fais généralement sur les foires aux arbres, mais c'est aussi possible de venir acheter directement à la ferme en me contactant, donc de l'huile ou des noix entières. Ici, on se trouve dans le verger de conservation. C'est le verger dans lequel je prélève mes greffons pour la pépinière, ainsi que des boutures, et également des boutures de racines comme pour les framboisiers. C'est un verger qui est planté sur un modèle un petit peu particulier. Il y a un interrang de 5 mètres et un espacement de 5 mètres entre les arbres. Et chaque arbre fruitier est entouré d'une haie fruitière ou alors simplement une haie ornementale qui est là pour apporter du pollen ou de la biodiversité. Par exemple, pour nourrir les oiseaux, pour faire des espaces, des nichoirs pour les insectes. Voilà, donc l'idée, c'est de faire des corridors continus avec une grande diversité génétique, des floraisons en toute saison, des feuillages persistants, des feuillages pourpres, des feuillages verts. Voilà, il y a vraiment une grande diversité. Donc ici, il y a, sur cette surface-là, il y a à peu près 4000 m² de plantés et il y a quasiment 200 variétés fruitières. Pour la partie porte-greffe, j'achète une partie des porte-greffes que j'utilise, parce que c'est un système de production qui se rapproche plus de la grande culture. Produire de manière rentable, il faut de la grosse mécanisation généralement et puis des parcelles appropriées. Mais moi, j'essaie de tirer mon épingle du jeu en produisant quelques porte-greffes
Donc c'est quelque chose que je voudrais développer dans les années à venir. Au lancement de la pépinière, je me suis mis tête baissée là-dedans, j'ai voulu en produire beaucoup et puis j'ai finalement décidé de me concentrer sur autre chose. Et là, petit à petit, j'y reviens. Donc j'ai mis en place une marque côtière de pommiers et de cognaciers qui me permet de récolter des porte-greffes sur ces espèces-là. Et également, je produis également du mirobolan sur lequel je vais greffer l'abricotier, le prunier. Le mirobolan, ça m'arrive d'acheter des semences, mais on en a beaucoup là dans les environs qui ont été plantées pour produire du pollen pour les abeilles, parce que le mirobolan arrive en floraison ici aux alentours du 15 février. Et donc je peux récolter de la semence directement sur la ferme et être autonome sur cette espèce-là. Ensuite, j'utilise également comme porte-greffe le prunier de Saint-Julien et le prunier de Sainte-Lucie pour greffer les cerisiers. Donc là, c'est des porte-greffes que j'achète. J'achète également des Pyrrhus Kirschensaler pour greffer les poiriers et les nachis. Mais voilà, ça m'arrive également d'en produire un petit peu, ça dépend des années. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se développer sur la ferme. Et l'idée, c'est d'être autonome à moyen terme sur ces porte-greffes dans une idée d'avoir un produit qui correspond à mes besoins, de savoir à l'avance quel calibre il va y avoir pour la greffe, pour pouvoir faire des greffes de meilleure qualité. Et puis aussi, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de limiter les intrants sur la ferme pour avoir une meilleure maîtrise sanitaire. Ici, on est dans un ancien roncier. Comme vous pouvez voir, il y a des ronces tout autour. Et en fait, sur le site de la pépinière, j'organise des stages de greffe. Et je me suis dit, ce serait intéressant de pouvoir montrer aux stagiaires ce qu'on peut faire à partir d'une friche. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai dégagé le roncier à la débroussailleuse et j'ai laissé simplement les aubépines qui émergeaient du roncier. Et je suis venu les greffer du poirier sur l'aubépine. Donc ici, par exemple, on a une poire Williams que j'ai pu greffer grâce à un intermédiaire de greffe, parce que la poire Williams se greffe pas sur aubépine directement. Donc ici, il y a un intermédiaire de poire curée. Donc ça, c'est une technique que j'utilise très souvent quand je veux greffer une aubépine. En premier, je mets un intermédiaire curé et après, je mets la variété que je veux. Donc ça peut être du nashi, alors que le nashi ne se greffe pas directement sur aubépine, ou alors toutes les autres variétés de poire qui peuvent se greffer sur la poire curée, mais pas forcément sur l'aubépine. Et donc la particularité de ce roncier, c'est qu'en fait, il est dans un pierrier. Comme on voit là, en fait, c'est de la caillasse de partout. C'est vraiment, vraiment très caillouteux. Et j'ai jamais apporté une seule goutte d'eau. Et on peut avoir des arbres qui sont en deuxième ou troisième année en pleine santé parce qu'ils profitent du bon enracinement de l'aubépine qui était déjà en place. Et dès la troisième année, là sur les arbres de derrière, on a déjà des poires quasiment sans aucun travail, quoi. Ça aura demandé. Il faut quand même dégager le roncier, mais on peut récolter des poires dès la troisième année sans avoir planté d'arbres, quoi. Simplement par la greffe. Alors là, on est devant des jeunes plants d'aziminier qui sont en place depuis 2 ou 3 ans. Ça doit être des plants qui ont greffé de 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc la technique que j'utilise à la transplantation pour les mettre en place, c'est une technique que j'utilise après avoir eu pas mal de casses au début. En fait, c'est de faire un gros trou assez profond, une 50aine de centimètres, remplir de terreau. C'est vraiment vider 1 ou 2 sacs de terreau de 70 litres, du bon terreau de qualité, planter l'arbre dedans et en fait irriguer plusieurs fois pendant l'été en remplissant le trou d'eau. Il faut vraiment que le trou soit inondé, que ça déborde. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Les arbres s'implantent bien. Également pour l'aziminier, une technique que j'utilise, moi, c'est l'air pruning, le fait que les racines se nécrosent au contact de l'air avec des peaux qui soient ajourées. Moi, je suis pas du tout de l'école qui dit qu'il faut garder le pivot intact, parce qu'en fait, un pivot d'aziminier, plus on lui donne de la place, plus ça pousse. Les premières années, j'avais des pivots qui faisaient 50 cm et seulement 2 petits cotylédons en surface. Donc, pour moi, c'est pas raisonnable. En fait, un arbre qui va pouvoir accepter une transplantation, c'est un arbre qui a du chevelu racinaire. Et ça, on peut l'obtenir dans des pots moins profonds de taille standard en pratiquant le air pruning. De cette manière-là, le système racinaire est très ramifié. Il n'y a pas de risque de casse et la transplantation se passe mieux. Si jamais vous avez un aziminier qui a un système racinaire de type pivot et que vous cassez la racine, effectivement, l'arbre va pouvoir se retrouver bloqué en croissance et mettre quelques années à repartir.
À ce moment-là, pour les booster, en fait, d'après mon expérience, il semblerait que la technique d'irrigation par inondation, ça fonctionne. Un arbre qui est bloqué, si on lui met de l'eau en quantité gargantuesque, il aura plus de facilité à reprendre qu'un arbre qui est irrigué de manière plus classique. Peux-tu nous présenter ton jardin-forêt? Alors, c'est un jardin-forêt que j'ai commencé à mettre en place en 2015, dans l'idée d'y faire pousser des légumes, avec l'idée de faire différentes strates. Depuis 2-3 ans, là, je suis en train de le rationaliser pour le rendre adapté à mon travail, en fait, à mon métier de pépiniériste. Donc, j'ai abandonné notamment la strate herbacée au profit de rangs un peu plus construits et par exemple, pâturage de poules pour limiter l'enherbement. Alors là, on est devant, par exemple, un plan de casseille. Je voulais vous en dire 2 mots parce qu'il y a une particularité ici dans ma conduite des casseilles, c'est que je l'ai fait sur tronc. Donc la casseille, en fait, ça rejette assez peu de la base. Là, on voit qu'il y a quelques rejets, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup par rapport à un groseillier ou un cassissier. Donc on peut faire ce genre de fruits rouges sur tige sans s'embêter à greffer sur un groseillier à fleurs ou une espèce adaptée. Donc en fait c'est simple, il suffit même en partant d'un casseillier qui est déjà en place, on choisit un rameau, une jolie canne bien droite, on la tuteur, on enlève toutes les autres et à la hauteur voulue on crée des charpentières et en fait on peut avoir quelque chose qui ressemble à un arbre, récolter les fruits sans même avoir à se baisser. Donc là en ce moment là on doit être le 20 juin et on voit que les casseilles commencent à être mûres et pour la récolte c'est vraiment facile. Et ça permet d'avoir le sol libre pour pouvoir faire un couvre-sol, ou simplement pour pouvoir mettre des animaux. Là, on peut mettre des poules, il n'y aura aucun dégât, elles ne pourront pas atteindre les baies. Donc le casseillier peut devenir vraiment vigoureux. Par exemple, sur celui-là, je pourrais quasiment former un deuxième tronc à partir d'une canne qui est loin de l'axe. Là, on est à quasiment 2 mètres de l'axe. Je peux prendre une canne, la tutorer sur un bâton pour faire un deuxième casseillier en arbre, mais avec un seul tronc. Là, je commence à expérimenter les agrumes. Donc, c'est des agrumes qui sont plantés sur FS5. Là, c'est un jeune Satsuma que j'ai planté il y a 2 ans seulement. Et on voit que malgré le froid du Vercors, en sélectionnant bien les variétés, visiblement, on va pouvoir récolter des fruits. Donc là, il y a quelques petites mandarines, un petit peu de partout sur ce jeune plant. Donc il faut bien entendu, quand on est dans le Vercors ou dans des climats équivalents, il faut choisir des variétés qui fleurissent tard et qui fructifient très rapidement, qui ont des cycles très courts, des variétés que j'appelle montagnardes, des variétés qui en 3 mois passent de la fleur au fruit quasiment, 3 mois ou un petit peu plus. Donc là on a un hybride mûre framboise, donc c'est la variété Glencoe. Voilà, il y a tout un tas de choses, des kiwis, des passiflores, donc passiflore bleu, passiflore officinal, des kiwis, des argousiers, des figuiers en pagaille, du néflier. Voilà, on peut se balader un petit peu. Là, on a un poivre de Sichuan. J'ai planté il y a 7 ans, 8 ans. Son tuteur, c'était un pic à brochette qui devait faire 20 cm. Donc on voit que même en zone de montagne, où il peut faire facilement en dessous de -10, le poivre de Sichuan, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Là, on a par exemple un cornouiller à fruits des Pays de l'Est qui a été greffé sur un cornouiller mâle. Voilà, le jardin forêt pour moi c'est aussi un laboratoire de greffe, un endroit où j'aime bien expérimenter des choses. Donc là c'est une greffe qu'on a faite avec des stagiaires de mes stages. Donc c'est ce qu'on appelle une greffe en approche. Ici on a un rejet de pêcher de semis, donc ce tronc là qui était assez vigoureux, qui poussait comme ça. J'ai voulu le mettre à profit pour sauvegarder une variété de pêcher qui était très peu vigoureuse et très peu poussante. Donc j'avais un seul arbre qui était pas bien joli. Je suis venu le planter à côté.
Et la seule pousse qui était très frêle, mais qui était à peu près saine et viable, je suis venu la serrer avec un élastique sur le rejet de mon pêcher de semis. Et j'ai laissé quelques mois jusqu'à que la greffe soude. Et une fois que ça a soudé, j'ai coupé la variété que je voulais prélever ici. J'ai enlevé son porte-greffe et j'ai coupé mon rejet de pêcher pour finalement me faire un pêcher greffé. Donc c'est la variété précoce de Halle sur un pêcher de semis. Donc cette partie-là, je vais finir par l'enlever. C'était des arbres que j'avais semés dans l'idée de sélectionner des pêchers résistants à la cloque. Donc lui, il est résistant à la cloque, mais les fruits sont trop sensibles à l'éclatement. Donc je vais le couper et garder seulement ce pêcher que j'ai greffé sur mon semis. Un petit mot sur la greffe du kaki. Le kaki, c'est un arbre qui me tient vraiment à cœur. J'essaie d'avoir une jolie collection et d'en proposer pas mal en pépinière. Donc là, c'est un surgreffage. Donc c'est simplement 2 branches de ce kaki adulte qui est déjà en fruit que j'ai voulu surgreffer avec une autre variété. Donc là, c'est une variété assez classique, c'est Giant Fuyu. Donc c'est moi la technique que j'utilise, c'est une greffe au mois d'avril. Donc ça peut être certaines années à partir du 5-10 avril, d'autres années carrément fin avril, selon la chaleur et l'avancement du porte-greffe. Mais il faut que l'arbre soit en état végétatif, il faut qu'il ait des feuilles. C'est pas un stade de pointe verte sur le bourgeon, c'est pas suffisant pour venir greffer le kaki. Et la technique qui marche bien, c'est le chip budding. Le chip budding en avril, pour moi, c'est le meilleur taux de réussite pour le kaki. Je peux vous en montrer un autre sujet là-bas, qui a été greffé il y a 2 ans. Là, on est devant un autre kaki qui a été greffé au printemps 2023, donc il est seulement dans sa 2e année de pousse. C'est la variété Tamcam, c'est un kaki non astringent. Donc ça a été, j'avais 2 pousses là sur mon porte-greffe et j'ai fait 2 chip budding, un ici, donc ça a été greffé un peu haut, mais c'est pas un souci. Et on voit que ouais, dès la 2e année, il y a, voilà, c'était un porte-greffe qui était assez fort, mais ouais, il y a des jolies pousses. La petite difficulté avec le kaki, il y a 2 difficultés avec le kaki. La première, c'est le gel de printemps. Donc le kaki, il peut geler très facilement sur les feuilles au mois d'avril, voire même mai à certains endroits. Et ça va lui donner du retard, il va mettre du temps à redémarrer. Et contrairement à la plupart aux rosacées, des fruits à noyaux et fruits à pépins, c'est pas le gel sur la fleur qui est vraiment handicapant. C'est un gel sur la feuille qui va retarder et qui peut carrément cramer les rameaux de l'année. Et le deuxième souci que j'ai ici, ça peut être de la casse due au vent. Le kaki et ses porte-greffes, c'est des arbres assez cassants. Et s'il y a une grosse prise au vent, ça peut être embêtant. Donc là, en fait, c'est un arbre qui a été surgreffé parce que le kaki, le pied mère a été cassé. En fait, il a cassé net à la base à cause du vent. En pépinière, ça m'arrive s'il y a des tempêtes au mois de novembre, que les feuilles sont en train de tomber, qu'elles sont un peu jaunes, rouges, qu'elles commencent à tomber, mais qu'elles ne sont pas complètement tombées, pour essayer de limiter le risque de casse, ça m'arrive d'aller défolier les plants. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire plutôt que de casser son arbre, prendre un escabeau et aller enlever quelques feuilles si vraiment c'est faisable sur les jeunes arbres, mais ça peut permettre de les sauver, quoi. Alors ici, on est devant une plante que j'apprécie particulièrement, c'est la mélanchier. Donc je vous le dis tout de suite, ici, on ne va pas s'embêter avec les myrtilles. La mélanchier, ça fait bien l'affaire. Donc c'est un arbuste buissonnant qui peut faire 4-5 mètres de haut et qui a une fructification abondante. Donc là, ici, il y a quelques jeunes plants, il y a 5 ou 6 jeunes plants que j'ai mis en place pour prélever des greffons pour la pépinière. Donc j'ai essayé une dizaine de variétés d'amélanchier. Et il y en a une en particulier que j'ai trouvée très intéressante. Elle s'appelle Tiesen. Elle est très précoce, donc c'est pour ça que là, à la mi-juin, il n'y a plus de fruits dessus. On a récolté les fruits début juin. Et c'est une variété qui a un calibre intéressant et des notes d'agrumes dans son parfum qui sont vraiment, vraiment sympas. Donc il y a plein d'autres cultivars d'amélanchier. Mais pour moi, ils sont tous un petit peu plus fades que le type sauvage. Mais ils ont tous l'avantage d'être légèrement plus gros en calibre.
Et le Tiessen, c'est le seul qui est à la hauteur du goût du cultivar sauvage, tout en ayant un calibre un petit peu plus gros. Donc c'est pour ça que c'est la variété que je vais proposer en pépinière en premier. J'espère pouvoir la proposer dès l'année prochaine, 2025. Et les autres variétés, je vais les garder pour moi, par curiosité, pour voir comment elles se développent. Et puis pourquoi pas en proposer aussi 2 ou 3 autres en pépinière, mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur cette variété Tiessen. Donc là, c'est une fleur de passiflore bleu. C'est une passiflore qui est très rustique et qui est pour moi qui est envahissante. En fait, je suis en permanence en train de la couper, la faucher. C'est une plante qui gèle pas de l'hiver et qui fait de la. Les feuilles sont fonctionnelles, restent fonctionnelles tout l'hiver. Donc, elle peut vite prendre des proportions délirantes. Et on peut se retrouver avec une forêt de rejets à son pied si on ne fauche pas. Voilà, c'est une très belle fleur. Ça fait des très belles fleurs. Ça peut faire également des fruits qui ne sont pas très savoureux, mais ça fructifie ici. Et ouais, le gros défaut, c'est que ça pousse trop. En fait, c'est vraiment, faut s'en méfier, c'est envahissant. Et je commence à lui préférer sa cousine, la passiflore officinale, qui fait des fleurs qui sont plus jolies, même si la passiflore bleue fait des très jolies fleurs. Mais elle est moins vigoureuse, moins envahissante, et elle est un petit peu plus gélive. Donc ça la calme pas mal. Là, on est devant des plants de kiwi, donc c'est un arbre fruitier qui est de la famille des Actinidia, comme le kiwi. On dit souvent que c'est le kiwi de l'Arctique ou du Kamchatka. Ici, c'est un pied mâle, donc c'est une espèce qui est dioïque. Pour avoir des fruits, il faut planter un pied mâle au moins un pied mâle et plusieurs pieds femelles. Donc historiquement, là dans le jardin forêt, je cultivais 3 variétés. Le mâle pollinisateur, une variété femelle qui s'appelle Cherry Bomb et qui est très fructifère, qui fonctionne bien, qui fructifie bien, et Ken's Red, qui est un peu moins productif, que j'ai plus de mal à le mettre à fruit. Cette année, là, j'introduis 2 nouvelles variétés, donc pour faire du bois assez rapidement, j'ai décidé de greffer ces variétés femelles sur le mâle, parce que le mâle est plus vigoureux que les femelles. Donc à la fin de l'année, je devrais avoir un petit peu de bois pour commencer à faire de la multiplication. Donc les variétés, c'est Red Jumbo et Purpurna Sadova. Donc c'est des variétés assez répandues encore. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. À la pépinière, moi, ce que je voudrais faire, c'est essayer de greffer les Actinidia sur des semis plutôt que de faire de la bouture. Simplement parce que je suis plus à l'aise et que j'ai l'outil de travail pour produire du plan greffé pleine terre plutôt que de faire de la bouture herbacée. Donc dans cette idée-là, j'ai expérimenté cette année la greffe du kiwi sur kiwi. Donc là, on voit une greffe anglaise simple. Donc ça a soudé, ça se développe tranquillement, c'est pas violent, mais ça va. Voilà, moi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que il y a quand même une épaisseur de cale cicatricielle qui est assez conséquente. Donc on verra s'il y a une bonne compatibilité. Voilà, si dans 2-3 ans ça casse, ça rejette, ou si ça se développe bien, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devrait tenir quelques temps, suffisamment longtemps pour pouvoir venir faire une marcotte et faire des pieds mères à partir de ce greffon. Alors ici, on est sur la face exposée nord du jardin forêt. Donc à la base, c'était simplement un talus enherbé. Et moi, j'ai voulu mettre en place une haie, pas spécialement fruitière, pour faire un brise-vent en fait. Elle aura, pas vraiment brise-vent, mais en fait, elle a double usage. C'est protéger déjà un petit peu le jardin du nord. Et surtout, il y a un chemin en contrebas que je dois faucher régulièrement et ça m'embête. Et en fait, en faisant aucune intervention, je développe les arbres endémiques. Donc là, par exemple, on a un érable champêtre, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est celui-là. Il y en a un petit peu de partout, du cornouiller sanguin. Et ça fait de l'ombrage sur le chemin du dessous et ça limite énormément l'entretien. L'idée, ce serait qu'il y ait une canopée qui recouvre le chemin et que je n'ai plus à les faucher. Et donc, dans cette haie que je laisse pousser naturellement, il y a bien entendu des aubépines qui sont sorties. Et là, l'aubépine, je l'ai mise à profit, non pas pour greffer du poirier, mais pour greffer du néflier d'Allemagne. Ça, c'est une variété très particulière qui m'a été offerte par un collectionneur. C'est une variété qui vient
du sud-ouest de la France, qui a été sélectionné par une passionnée qui s'appelle Christine Rougeau. Et c'est un néflier qui est apirène, donc il n'a pas de pépins, il n'a pas les osselets dans la nèfle. Donc ça permet de faire de la transfo plus facilement en fait. C'est même plus agréable à consommer quoi, parce qu'on n'a pas ces pépins qui restent en bouche et qui prennent quand même beaucoup de place dans une nèfle. Donc ça fait des fruits qui sont aussi goûtus que la nèfle classique, mais qui sont légèrement plus petits. Donc c'est la contrepartie du fait qu'il n'y ait pas de pépins, c'est légèrement plus petit. Voilà, donc sur les variétés un peu plus classiques, les nèfles elles atteignent, je sais pas, elles vont faire un peu plus de 3 cm de diamètre, 3 à 4 cm sur les gros fruits. Ouais, voilà, par là. Et sur celui-là, on va plutôt être sur du 2 cm et demi, disons, mais sans pépins. Voilà. Donc, c'est un usage d'une zone qu'on laisse partir en friche. Ça permet d'avoir quand même du porte-greffe au milieu. Donc ici, on va avoir du pommier sauvage, la classique aubépine, éventuellement du mirobolan sur lequel on va pouvoir greffer beaucoup de prunus, y compris le pêcher. Il y a le prunelier aussi qui accepte la plupart des fruits à noyaux au greffage. On peut avoir quoi encore? On peut avoir du sorbier des oiseaux pour greffer de la mélanchier, du cormier, du sorbier pour greffer les pyrrhus. Moi, j'ai essayé de greffer le cornouiller mâle sur le cornouiller sanguin. J'ai pas trop creusé la question, mais visiblement, il semblerait que ce soit pas compatible malheureusement. Mais il y a tout un tas de choses à faire à partir d'une friche avant de la raser, quoi. Et ça peut même être intéressant, comme ici, dans mon cas, de laisser la zone s'enfricher pour un usage, pour le coup, c'est de l'ombrage, de la protection et du porte-greffe sauvage. Le système de production de fruits rouges que j'ai essayé l'année dernière, en fait, j'ai déroulé de la toile de chanvre et directement dans la toile de chanvre, je viens piquer les boutures. Donc, il y a un espacement entre les rangs de 50 à 60 cm et sur le rang, il y a à peu près 20 à 30 cm. Donc, je pique simplement les boutures dans la toile de chanvre. J'ai irrigué un petit peu à l'asperceur l'année dernière pour mettre de l'humidité dessous. Et depuis l'année dernière, j'y ai pas touché. Et à la fin de l'automne, là, ce sera les fruits rouges qui seront en vente à la pépinière. Donc ils sont assez jolis, ils sont assez hauts, ils font presque, ils vont faire plus d'1,50 m de haut. Ils sont plantés seulement un petit peu trop denses, donc ils ont un port qui est très érigé comme ça. Il aurait fallu les planter un petit peu moins denses et éventuellement les tailler, faire une taille de pincement au début du printemps là pour les rendre plus buissonnants et un peu plus ramifiés. Mais ça sera quand même des très jolis plants. Ces casseilles là, c'est des casseilliers que j'ai produits d'après le même itinéraire technique. Donc toile de chanvre, un petit peu d'asperceur en début de printemps, et puis après je laisse faire avec l'humidité qui est au sous-sol. Et ça développe, vu qu'il n'y a pas de concurrence racinaire, ça développe vraiment des jolies racines. Et ces plants, je les ai repiqués ici au printemps 2023. Donc là, ils sont seulement dans leur 2e année de pousse après leur arrachage de pépinière. Et ici, on est sur une zone qui est vraiment très caillouteuse. Il y a très peu de sol, c'est pour ça que j'avais paillé assez abondamment. Et on voit que c'est des plants qui se portent très bien, quoi. Là, on a des cannes de l'année qui font, elles font pas ma taille, mais elles font plus d'1,50 m. Donc c'est des plants qui sont vraiment bien implantés et pourtant ils n'ont pas eu beaucoup d'eau en pépinière. Je pense que c'est vraiment la toile de chanvre qui apporte un gros plus en termes d'enracinement. Là, on est devant une des 3 espèces de Xanthoxylum, plus communément appelée poivre de Sichuan, que je cultive à la pépinière. Donc, je les cultive à partir de semis. Donc là, cette espèce-là, c'est Xanthoxylum simulans. C'est celui que j'aime le moins des 3 que je cultive. C'est celui qui est le moins aromatique, mais il a l'avantage d'avoir des très grosses baies, donc il est facile à récolter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également sur les Xanthoxylum, c'est que la récolte est très chronophage. Non seulement il faut ramasser les baies au milieu de ces épines bien acérées, mais en plus de ça, après, il faut les décortiquer pour extraire la graine et garder que le zeste, parce que c'est des rutacées comme les agrumes. Et ce qu'on consomme, c'est pas la graine, c'est vraiment le zeste qui enrobe la graine. Donc là, ces 4 Xanthoxylum simulans sont plantés dans le système de haie forestière entre 2 arbres fruitiers. Donc ils sont recépés chaque année.
Donc là, on a des cannes, ça c'est des pousses de l'année, c'est du bois de l'année seulement. Et le bois de 2 ans, il est dessous là. Et je les taille assez fortement chaque année. Donc là, on voit que ceux-là ne portent par conséquence pas de fruits pour l'instant. Là, ça me fait mentir, il y en a quelques-uns. On voit que les baies sont quand même assez grosses. Elles sont encore jeunes, mais elles sont assez grosses. Elles sont beaucoup plus grosses que l'arbre qu'on a vu tout à l'heure dans le jardin forêt, qui était le Xanthoxylum piperitum. Donc c'est bien, ça me fait la transition. Le Xanthoxylum piperitum, c'est l'espèce la plus répandue, c'est celle qu'on appelle communément poivre de Sichuan. Elle est très bonne en goût, elle a un côté astringent qui anesthésie un petit peu la bouche, qui est piquant. Et voilà, c'est vraiment... C'est une variété qui est facile à se procurer et qui est de bonne qualité. Mais c'est toujours pas ma préférée. Ma préférée, ça va être le Xanthoxylum armatum, celui qu'on appelle communément poivre de Timut. Donc là, en termes de calibre, on va être plus proche du poivre de Sichuan, le piperitum. Mais en termes d'arôme, on a des notes d'agrumes, un côté un petit peu acidulé, qu'on retrouve ni chez piperitum ni chez simulans. Donc si vous avez le choix, je vous conseille de vous orienter sur le Xanthoxylum armatum. Et il y a souvent des confusions un petit peu dans les espèces, mais pour le armatum, il y a une manière assez facile de savoir si c'est le bon. Je vais prendre une feuille de celui-là et puis on va aller comparer avec le armatum. Voilà, là on est devant des jeunes plants de armatum. Je vais prendre une feuille. Et la différence, pour savoir sur quelle espèce on est, c'est là sur la tige. Je ne sais pas comment ça s'appelle botaniquement, mais il y a ces 2 petites ailettes là qui sont le long de la tige sur le armatum, qu'on ne va pas retrouver chez le Xanthoxylum simulans, ni sur le piperitum. Ça, c'est une fleur de Cornus cousa satomi. C'est donc un cornus, le même genre botanique que le cornouiller mâle et le cornouiller sanguin. Donc c'est une espèce qui est comestible. Moi, j'en ai jamais goûté parce que ça pousse assez lentement et ça fait relativement peu longtemps que j'en cultive. Donc c'est très joli à la fleur, mais pour l'instant, je n'ai pas de fruits et je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. On est sur la deuxième parcelle de pépinière. C'est une parcelle qui fait à peu près 1,6 hectare, voire 2 hectares, ce qui m'offre pas mal de place et donc je peux travailler avec des rotations de culture. Ça veut dire que je vais jamais planter ma pépinière annuelle au même endroit chaque année. À chaque année, je me déplace et je peux laisser la terre se reposer au moins 2 ans entre chaque culture d'arbres. Donc l'itinéraire technique de plantation que j'utilise pour l'instant, c'est semer un engrais vert à la place de la prairie. Donc, ici, pour décompacter les sols et produire de la biomasse, j'ai semé un engrais vert de sec forestier et de trèfle, de vesse, l'année d'avant l'implantation de la pépinière. Et ensuite, pour la plantation, donc je suis légèrement mécanisé, j'ai un micro-tracteur d'une 20aine de chevaux. Pour garder de l'adhérence et ne pas abîmer le sol, je ne laboure pas l'interrang. Je vais retourner, et c'est pas un labour, c'est simplement un déchômage de surface, simplement sur les rangs qui sont plantés. Ensuite, je fais un petit passage à la sous-soleuse pour me faciliter la plantation. Donc c'est une dent qui vient faire un sillon dans le sol. Et ensuite, je viens planter mes porte-greffes ou parfois des arbres déjà greffés. Donc là, par exemple, ces 2 rangs-là, c'est des pommiers. C'est des greffes qui sont faites sur table. Donc je viens planter l'arbre déjà greffé. Derrière, c'est du mirobolant, du Sainte-Lucie, ça va être écussonné. Je plante le porte-greffe avant de l'avoir greffé. Une fois que la plantation est faite, on met en place le goutte à goutte et on vient border les plants avec des rouleaux de chanvre, ce qui permet de garder de l'humidité, ce qui permet de contrôler l'enherbement. Et ouais, le gros avantage, c'est ça, c'est humidité, enherbement. Ça évite d'avoir les greffes qui se retrouvent au milieu des herbes. Ça permet de voir ce qui se passe, ça permet de débourgeonner plus facilement, de voir s'il y a des ravageurs, des limaces. Ça facilite grandement l'entretien de la pépinière, mais par contre, il y a toujours un mais, c'est que ça a un coût important. Ça coûte à peu près, là, dans cette épaisseur-là, c'est un peu plus de 1,50 € hors taxe le mètre carré.
Donc ça fait vite pas mal de trésorerie à sortir, mais pour moi ça vaut quand même le coup. Après il faut quand même bien réussir ses greffes. On peut pas se permettre d'avoir trop de ratés quand on a des intrants aussi chers. Et là on se trouve au fond de la vallée de la Vernaison. On est à 300 mètres d'altitude. On est bordé par des falaises qui sont à 1200 mètres d'altitude, voire un petit peu plus. Derrière nous, c'est le plateau du Vercors avec sa réserve naturelle de 17 000 hectares. Donc c'est naturellement que je me suis orienté vers l'agriculture biologique. Donc c'est une agriculture qui limite l'utilisation d'intrants chimiques, qui interdit l'utilisation d'intrants, on va pas dire non naturels, mais voilà, il y a quand même quelques molécules qui sont autorisées comme le cuivre ou le soufre, mais c'est des produits qui sont relativement peu nocifs pour l'environnement. Par exemple, moi, pour lutter contre les pucerons, je vais utiliser du maltodextrose. Donc c'est un sucre qui va cristalliser, qui en séchant va cristalliser les pucerons et va les tuer. Donc on essaie de trouver des solutions alternatives à l'agriculture toute chimique. On est dans un verger de noyer qui a à peu près 40 ans. Il est planté par la variété qui s'appelle Franquette. C'est la variété la plus plantée dans la zone d'appellation Noix de Grenoble. Donc là, c'est des arbres qui sont en pleine production, qui sont en bonne santé, ça fonctionne bien, qui font des jolies noix de très bonne qualité. Et la parcelle, je l'entretiens, elle n'est pâturée par des moutons, des ânes. Je fais une petite fauche au tracteur avant la récolte. Après la récolte, c'est un moment convivial, donc on fait avec les copains à la main. Et ensuite, pour tout ce qui est traitement post-récolte, je me suis un petit peu équipé l'année dernière. Donc maintenant, j'ai une vieille laveuse traditionnelle pour laver les noix. J'ai fabriqué un séchoir à noix en bois et une table de tri. Donc on fait toutes ces opérations à la main et ensuite les noix sont vendues sur les foires aux arbres ou directement à la pépinière. Et les noix qui sont trop petites partent au cassage, on fait de l'huile de noix avec. On vient de faire le tour de la pépinière de la Vernaison. On voit que ce n'est pas qu'une pépinière, il y a aussi un jardin-forêt, un verger de noyer. Et du coup, beaucoup de principes et de tests aussi de la part de Romain. C'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup à toi pour toutes les explications. Avec plaisir. Donc là, en fait, on peut commander des arbres fruitiers en ligne chez Romain. Donc si vous tapez pépinièredelavernaison.com ou .fr, attention. Donc moi, j'ai passé commande facilement en ligne. Donc là, je vous recommande aussi de passer par le site. Mais tu fais également des stages. Ouais, j'organise des stages de greffe sur le site de la pépinière tous les printemps. Donc généralement, c'est au mois de mars. C'est des stages à la journée. On se donne rendez-vous à 9 h. On voit un petit peu la partie théorique. On se balade un peu dans le jardin. Je fais des démonstrations de greffe. Après, on partage le repas le midi. Et l'après-midi, c'est à vous de travailler. Je vous fournis tout le matériel, les porte-greffes en racines nues, les greffons. Et vous greffez les variétés de votre choix. Moi, je conseille quand même souvent de greffer du pommier, du poirier ou du prunier pour avoir une chance de succès plus grande pour sa première greffe. Et ensuite, vous repartez chez vous avec vos arbres en racines nues, prêts à planter. Et puis, quelques mois après, vous pouvez m'envoyer une petite photo par SMS pour me montrer comment votre greffe s'est développée, comment va votre pommier et votre poirier. Ça me fait toujours plaisir. Et voilà, c'est des journées conviviales. On passe des bons moments et je pense qu'on voit un large panel de techniques de greffe et on fait un bel aperçu de ce qu'est la greffe fruitière. Il y a également toute la partie greffe sauvage sur les friches qui est abordée. Différentes techniques. Voilà. Je pense que c'est assez complet. Ouais, si tu as envie de venir en tout cas, donc n'hésitez pas à venir à la pépinière pour plus de renseignements, acheter des arbres ou venir en stage. On mettra les liens vers le site internet en bas de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes!